Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Édition spéciale. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la visite du président vénézuélien Nicolás Maduro en Algérie. Il est arrivé hier à Alger en provenance de Turquie où il venait de terminer une visite de 2 jours, en concomitance avec 2 autres faits qui sont à souligner. La présence à Ankara du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et la tenue du sommet des Amériques dont le Venezuela n'a pas été convié. Nicolás Maduro s'est entretenu aujourd'hui avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une visite donc dans un contexte géopolitique des plus denses et moult questions. Pour tenter d'y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Mourad Preur, expert international en énergie. Monsieur Preur, bonsoir. Bonsoir et merci. Nous rejoint également par téléphone M. Hassan Qassimi, expert en questions géopolitiques. Bonsoir à vous également, M. Qassimi. Bonsoir. Alors, ma première question s'adresse justement à vous, Monsieur Qassimi. Est-ce que cette visite revêt un caractère stratégique vu qu'elle n'était pas programmée? Bon, écoutez, dans les relations internationales, les rencontres d'un si haut niveau, je ne pense pas qu'elles ne sont pas programmées. Donc, dans les relations internationales, des réunions au si haut niveau sont d'abord préparées. Les ordres du jour sont étudiés et bien entendu, les présidents des pays concernés se retrouvent autour d'un ordre du jour bien précis. En effet. Donc, dans la conjoncture actuelle, il faudrait relever des points très très importants, surtout que la visite du président Maduro, d'ailleurs, qui intervient dans une conjoncture internationale très tendue, chrysogène, il se retrouve à Ankara, bien sûr avec la présence du ministre des Affaires étrangères russe Lavrov. Cela suppose que les ordres du jour qui sont étudiés à un niveau aussi élevé sont des thématiques et des dossiers très importants qui ont des relations certainement avec des préoccupations des gouvernants concernant les dossiers économiques, les dossiers sécuritaires, la coopération régionale et la coopération internationale. Donc, si vous constatez dans tous ces événements et dans toutes ces évolutions que l'Algérie a de très bonnes relations aussi bien avec la Turquie qu'avec la Russie, qu'avec le Venezuela, qui est un pays d'Amérique latine traditionnellement ami de l'Algérie. Voilà, en quelques mots, les premières observations que nous pouvons formuler à ce sujet. Très bien, Monsieur Qassimi. Une question corollaire s'impose. Alors, peut-on parler justement de synergie politique au sein de l'axe Moscou-Alger-Caracas? Vous savez, moi, je suis un homme qui n'aime pas beaucoup parler d'axe. Parce que quand on parle d'axe, il faut revenir à la doctrine de l'Algérie. La doctrine de l'Algérie, d'abord sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan continental, l'Algérie ne s'inscrit pas dans des cartels militarisés ou dans des axes antagonistes. L'Algérie a une doctrine dont l'objectif principal est de réunir, l'objectif principal est de réduire les écarts et les divergences entre les protagonistes. Donc, c'est ce qui explique pourquoi, au plus haut niveau de l'Algérie, nous parlons de neutralité positive. Une neutralité positive qui ne veut pas dire que l'Algérie est indifférente aux évolutions des événements qui se déroulent sur le terrain. Maintenant, les problématiques importantes qui se posent aux gouvernants, c'est des problématiques économiques et vous avez un expert de haut niveau qui peut vous expliquer tout ça. D'abord, énergétique, la sécurité énergétique, c'est des problématiques de fond, des problématiques de l'heure. Il y a bien sûr d'autres problématiques de sécurité qui sont très très importantes. C'est des problématiques de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire, de sécurité aussi environnementale et climatologique, parce que ça, c'est des problématiques sur lesquelles nous ne parlons pas beaucoup, mais qui sont très, très importantes et qui peuvent impacter la sécurité et la stabilité des États. Très bien, Monsieur Qassimi, c'est un peu plus clair. Monsieur Preur,
quand on parle du Venezuela, l'on a du mal à ne pas penser au secteur énergétique. Il s'agit néanmoins de l'un des plus gros producteurs de pétrole au gaz au monde, qui a dû faire face à quelques difficultés lors de la période de sa crise politique. Que pèse-t-il actuellement? En fait, le Venezuela, ce sont les premières réserves pétrolières mondiales. C'est 300 milliards de barils de réserves, alors que l'Arabie saoudite n'en a que 264. Le Venezuela est un pays extrêmement important, autant par ses réserves que par sa participation à l'histoire militante des pays producteurs, puisqu'il a été l'un des fondateurs de l'OPEC. Oui. La crise qu'il a vécue est une crise exogène, une crise qui a été provoquée par les États-Unis. Je tiens à signaler tout de même que le Venezuela est passé à une production de 3,5 millions de barils jour à pratiquement moins d'un demi-million de barils. À 400 000, un niveau complètement inattendu par rapport au potentiel. En 2020, le Venezuela a produit 400 000 barils jour. C'est le niveau des années 30 et 40. Parce que le Venezuela a déjà connu un embargo dans ces années-là. Après que le Mexique avait connu un embargo suite à la nationalisation de ses pétroles en 1938, le Venezuela avait connu à son tour. Bien, donc le Venezuela est un pays extrêmement important dans le monde pétrolier, qui est en deçà de sa capacité de production. Aujourd'hui, il vise 1 million de barils par jour. Le président Maduro a avancé ce chiffre pour 2020. Oui. Alors qu'auparavant, le niveau était de 3,5 millions de barils par jour. Et il faut savoir que le Venezuela n'est pas seulement un producteur, c'est aussi un raffineur qui détient 3 raffineries aux États-Unis à travers la société Citgo qu'il avait acquise en 1990, qui exportait aussi 500 000 barils jour aux États-Unis parce que les États-Unis ont besoin du pétrole vénézuélien pour le mélanger avec leur pétrole pour produire du diesel et du kérosène. Et aujourd'hui que la production américaine décline, l'absence du pétrole vénézuélien commence à se faire sentir. Donc, notamment au niveau des réserves stratégiques. A été dépouillé de ses capacités de raffinage, 3500 stations-service aux États-Unis. Oui. Il a été aussi dépouillé parce que les revenus de PDVSA, sa compagnie pétrolière, ont été gelés par les États-Unis. Il a fait l'objet d'un acte de guerre. Aujourd'hui, comme le disait mon collègue juste avant, aujourd'hui, en fait, l'énergie est la clé de l'équation géopolitique actuelle. En effet. C'est-à-dire que l'Europe a besoin de 4,5 millions de barils par jour entre pétrole et produits raffinés qui lui étaient fournis par la Russie, qui lui sont fournis par la Russie. Hein? Et où les trouver, alors même que la production des pétroles de schiste américains décline, alors même que le Venezuela, quand bien même il fut sollicité, demandera du temps avant que ces installations ne soient opérationnelles et participent pour venir au secours de l'Europe. Donc, en fait, le marché est extrêmement tendu. Aujourd'hui, on est à $123 le baril, malgré le confinement à Shanghai, malgré un certain nombre de mauvaises nouvelles, même malgré la hausse des stocks aux États-Unis. Oui. Donc, le marché est tendu. L'OPEC Plus est en deçà avec 2,6 millions de barils par jour par rapport à ses engagements. Justement, Monsieur Preur, vous faites bien de parler de l'OPEP et l'OPEP+. L'Algérie, le Venezuela, 2 grosses pointures de l'OPEP. Peut-on imaginer Caracas et Alger travailler sur une feuille de route commune à caractère multilatéral, ou bien est-ce que ça sera de la coopération purement bilatérale selon vous?
L'Algérie et le Venezuela sont, je dirais, de vieux compagnons dans une histoire militante tourmentée. D'accord. Et le président Hugo Chavez avait donné un élan, mais avant lui, le président Carlos Andrés Pérez aussi, qui avait donné, et aujourd'hui le président Maduro. Donc il y a une ligne patriotique dans la politique pétrolière qui est commune à l'Algérie et au Venezuela. Ça, c'est indiscutable. Les nationalisations de 1971 initiées par le président Houari Boumediene ont donné un élan à un mouvement de nationalisation dans les pays pétroliers, et le Venezuela avait suivi, et donc la société, la compagnie pétrolière PDVSA, Petroleum de Venezuela, qui est Petróleos de Venezuela, qui s'était formée avec tous ces actifs pétroliers qui ont été nationalisés. Donc il y a un passé. Dès lors qu'il y a un passé, qu'il y a une confiance, dans un contexte comme celui-ci, où la crise est extrêmement... Elle bat son plein en ce moment. Extrêmement grave, oui. Plus grave que ne consentent à l'avouer les médias occidentaux. Exactement. Puisque les pays européens sont au bord de la rupture. Certains experts s'attendent à des conséquences plus graves que la crise de 2008. Incontestablement. Nous sommes, enfin les pays occidentaux, européens particulièrement, sont sur un baril de poudre. Oui. Ça me semble indiscutable. Les États-Unis, quand bien même ils aient des réserves en pétrole et gaz de schiste, donc ce sont des gisements mixtes en général, ne sont pas en mesure, 11 millions de barils par jour, etc. D'abord, ce sont de gros consommateurs, et il y a une inertie. On ne manœuvre pas un paquebot comme un hors-bord. Donc il y a une inertie dans les politiques énergétiques, et les États-Unis ne peuvent pas se retrouver à un niveau de consommation. C'est 721, il y a 721 automobiles pour 1000 habitants, alors qu'il y en a 500 en Europe et 12 en Inde et 50 en Chine. Oui, 721 automobiles. Donc le transport est extrêmement important, et nous rentrons dans la driving season aux États-Unis, où la consommation de carburant va exploser. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Ça me semble incontestable. C'est parfait, c'est clair, monsieur Preur. Et justement, le président vénézuélien Nicolás Maduro, qui lors d'une déclaration commune tenue aujourd'hui avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur ce caractère de coopération économique. Je vous propose de l'écouter. Sobre los temas bilaterales hemos repasado los temas energéticos, petroleros, gasíferos, los temas agrícolas, los temas de la ciencia, la tecnología, la educación universitaria. En ce qui concerne les rapports bilatéraux entre les deux pays, nous avons étudié et analysé les aspects sur l'énergie, le pétrole, le gaz, l'agriculture, la science, la technologie et l'enseignement supérieur. Monsieur Qassimi, revenons un peu, si vous le voulez bien, sur l'aspect géopolitique de cette visite. Justement, lors de cette déclaration commune entre les deux présidents, le chef d'État vénézuélien Maduro a souligné l'importance du règlement des dossiers palestiniens, libyens et sahraouis, qu'il a qualifié de priorité, selon l'agenda soutenu et promu justement par Alger. Il a d'ailleurs appelé au réveil du monde au profit du peuple sahraoui. Pourquoi ce soutien franc de Caracas à Alger arrive-t-il en ce moment précis, à votre avis, monsieur Qassimi? Que l'Algérie ne se redéploie pas uniquement avec le Venezuela. Vous devez certainement le savoir, et vous avez certainement constaté que notre diplomatie est depuis quelques années
avec l'arrivée du président Tebboune, nous avons constaté que nous avons une diplomatie très dynamique, une diplomatie vigilante et une diplomatie réactive. Tous ces trois critères font que cela permet de protéger les intérêts supérieurs de la nation quand on voit toutes ces évolutions mondiales et internationales qui sont dangereuses et qui sont chrysogènes. Maintenant, revenons aux trois dossiers, au dossier palestinien, sahraoui, qui sont à l'ordre du jour et qui en font l'objet d'un soutien officiel et public de la part du président vénézuélien. Et là, croyez-moi qu'il y a des enjeux géostratégiques très très importants parce que le Venezuela, comme l'Algérie, ce sont des États anticolonialistes qui ont toujours tenté de construire des États nationaux, des États souverainistes pour un peu récupérer ou se réapproprier les prérogatives régaliennes de l'État. Mais malheureusement, vous avez certainement dû le constater, au Venezuela, c'est un pays qui a été fortement déstabilisé par l'Occident et par l'Amérique, et que ces deux entités, à savoir l'Occident et les États-Unis, sont les principaux acteurs qui ont toujours empêché les transitions démocratiques de se dérouler dans le calme et de manière pacifique un peu partout dans le monde, au Moyen-Orient, au Maghreb, dans le Sahel ou en Afrique. Et je ferai le parallèle aussi avec l'Ukraine. C'est l'Occident et c'est l'Amérique qui ont planté les germes de la confrontation en Ukraine. Souvenez-vous que le président Viktor Yanukovych, président légitimement élu en Ukraine, a été démis par le Parlement sous pression occidentale et américaine, et c'est ce qui a ouvert la voie depuis pratiquement plusieurs années à une évolution de la confrontation qui aboutit à ce qui se déroule actuellement et qui provoque une déstabilisation internationale. Donc, pour revenir au Venezuela, vous avez vu le président Victor Bueno, qui s'est autoproclamé président de la République dans la perspective de prendre possession du pouvoir au Venezuela. Donc, appuyé par les États-Unis, soulignons-le. Soutenu par les États-Unis et par l'Occident, bien sûr. Et c'est là où on peut dire que l'Occident et l'Amérique n'ont jamais soutenu. Bien au contraire, ils ont toujours combattu les transitions démocratiques dans nos pays. Et là, nous souhaitons bien sûr que l'Algérie renforce beaucoup plus son partenariat économique et commercial avec les pays de l'Amérique latine. Il y a de grands pays en Amérique latine. Il y a le Venezuela, il y a le Mexique, il y a beaucoup de pays qui ont des ressemblances avec l'Algérie et qui peuvent bien sûr construire des partenariats économiques et commerciaux très forts, surtout que l'Algérie a des intérêts géostratégiques à défendre sur des dossiers très importants tels que celui du Sahara occidental, tel que celui de la Palestine, le dossier de la paix et de la sécurité dans le Sahel et en Afrique, mais vous avez d'autres acteurs étatiques qui prennent d'autres politiques, des politiques bien sûr de confrontation, des politiques de déstabilisation et qui peuvent menacer notre sécurité, notre stabilité. Et là, bien sûr, vous voyez que le paysage tout autour de nous est véritablement préoccupant. Justement, M. Qassimi, le Venezuela non convié au sommet des Amériques qui s'est tenu aux États-Unis, ces mêmes États-Unis qui veulent désormais décomplexer le débat autour du retour du pays sud-américain sur le marché énergétique mondial. Comment lire ce double discours, d'après vous, de la part des Américains? Et est-ce une manière pour diaboliser le pétrole russe? Faut-il dédiaboliser le pétrole vénézuélien? Vous savez, ces pratiques qui sont d'ailleurs immorales ont toujours été condamnées de manière officielle par l'Algérie. Vous savez, au plus haut niveau, il y a de ça quelques temps, un mois peut-être ou plus, vous avez au plus haut niveau de l'État algérien, on avait condamné la politique de deux poids et deux mesures dans les relations internationales. Maintenant, ce qui se passe au Venezuela,
vous savez, une petite évolution importante qu'on devrait souligner qui se déroule actuellement au Venezuela, même s'il n'a pas été invité au sommet de l'Amérique. Parallèlement, il y a des négociations des négociations américaines tendant à essayer de récupérer le Venezuela pour son apport en pétrole, pour essayer de remplacer le pétrole russe. Donc il y a des négociations qui sont informelles, mais qui sont aussi dangereuses parce qu'elles ne sont pas bâties sur des relations saines, fraternelles, où on pourrait peut-être gérer les intérêts bilatéraux de manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste. Donc il y a, avec la conjoncture actuelle qui se développe sur le plan énergétique, l'Amérique tente de récupérer le Venezuela pour récupérer le pétrole vénézuélien. Et là, c'est des évolutions qui sont contre nature et qui ne peuvent pas ramener ni la paix, ni la sécurité, ni la stabilité. Très bien. Monsieur Preur, à votre avis, doit-on superposer justement les relations politiques entre le Venezuela et l'Algérie, au demeurant excellentes, sur le paradigme économique, ou bien est-ce que cela obéit à d'autres considérations plus pragmatiques peut-être? En fait, il y a toujours un pragmatisme, il y a toujours parce que ce sont deux pays qui sont confrontés à... Bon, le Venezuela est confronté à une crise extrêmement grave, mais ce sont deux pays qui sont confrontés aux convulsions de l'économie mondiale. Ce sont deux pays qui dépendent de leurs exportations, et qui ont intérêt à coopérer. Ça, c'est indiscutable. Oui. Alors là, les préoccupations sont beaucoup plus impératives pour le Venezuela qui veut retourner sur le marché sans les contraintes qu'on lui a imposées et qui ont précipité son peuple dans une situation de précarité absolue. Et là, mon pronostic est plutôt optimiste. Je pense que dans la configuration actuelle, je peux me tromper, mais je pense que les États-Unis n'ont pas d'autre solution que de permettre à leurs compagnies, à Exxon, Mobil et à Chevron notamment, de revenir au Venezuela. Mais est-ce que c'est crédible compte tenu du passif justement américain avec ce pays? Bien, bon, le monde du pétrole est un monde qui a toujours, depuis la plus lointaine histoire, été secoué par les crises politiques. Oui. Ça, c'est indiscutable. Donc celle-ci n'est pas des moindres. C'est vrai. Il y a eu des crises où beaucoup de sang a été versé et il n'y a pas très longtemps de ça, en 1991, oui. En Irak et en 2003. Donc je pense que la mémoire est oublieuse, la mémoire des pétroliers est oublieuse de ce point de vue. Donc le Venezuela, ce sont des réserves importantes, même si, comment dirais-je, 65% du pétrole vénézuélien est en dessous de 30 degrés API. C'est un pétrole qui est lourd, qui est même très lourd. Il a des caractéristiques assez particulières. Le pétrole de la ceinture de l'Orénoque, c'est quasiment presque un pétrole solide. Bon, le Canada a une situation pire que ça avec les sables bitumineux, mais il les exploite quand même. Oui, donc, le pétrole vénézuélien est important pour les équilibres pétroliers mondiaux. Et la question qui était un peu suggérée par vous dans le contexte de crise et que M. Qassimi a abordé avec l'Ukraine, en fait, les équilibres sont tendus et les marges de manœuvre des États-Unis sont extrêmement limitées. Il se trouve aussi que le Venezuela peut accéder à travers le Pacifique au marché asiatique. Oui. Il se trouve que le Venezuela... D'ailleurs, la Chine est un important client et créancier du Venezuela, autant que la Russie d'ailleurs.
Donc, il y a une espèce une partie de jeu d'échecs qui est en train de se jouer, où le pétrole russe est durablement diabolisé, Oui. et où il faudrait trouver des substituts. Bon, le président Maduro n'est pas dupe. Le fait qu'il soit allé en visite en Turquie, où il a rencontré aussi le Sergueï Lavrov, le chef de la ministre diplomatie russe des Affaires étrangères, le fait qu'il se soit rapproché d'un pays qui est étroitement impliqué dans l'histoire militante des pays Et producteurs. c'est dans cette logique que qui est l'on parle l'Algérie. d'axe Moscou, Alger, Caracas. Et donc, si bon, le terme axe peut apparaître un peu comme excessif, mais On peut aussi renvoyer à une... mais on pourrait parler valablement sur le front pétrolier et gazier d'une espèce d'axe Moscou, Téhéran, Oui. Caracas, Alger et Pékin. C'est les non-alignés, historiquement. En fait, il y a des convergences, il y a des dessins qui sont communs. La Chine veut remplacer le dollar comme monnaie du pétrole par le yuan. La Russie n'y voit pas d'inconvénient. L'Iran a souffert de l'embargo des États-Unis, et se trouve sur la même ligne de front que le Venezuela, Oui. même si elle a mieux résisté. Donc, je pense que je pense que sur le plan stratégique, les États-Unis ont gravement trébuché en s'engageant dans cette crise ukrainienne, en engageant les pays européens dans cette crise dont l'issue est des plus incertaines. On ne voit pas l'Allemagne se passer du gaz russe, on ne voit pas la Hongrie se passer du pétrole durablement. Les utopies qui ont été charriées par la transition énergétique, et je suis un militant de la transition énergétique, oui. Mais ça représente tout de même 14% du bilan énergétique mondial, les renouvelables. Oui. Les hydrocarbures, c'est 55%. Donc on est... avec le charbon, les fossiles, c'est 80%. Oui. Et l'Allemagne s'est dangereusement penchée du côté du charbon. Donc il y a un retour de balancier. Et on l'a vu sur le marché gazier, où les prix ont augmenté de 600% en 2021. Oui, en effet. Et où les prix sont toujours dans un sentier autour de 30-40 dollars le baril, le million de BTU. Et on ne voit pas, dans l'hypothèse d'une disparition de l'offre russe, oui. Comment oui. Les prix n'exploseraient pas. Autant du gaz que du pétrole, parce qu'aujourd'hui, les électriciens ou les industriels, ils ont un brûleur à gaz, ils ont un brûleur oui. À fioul, et quand le gaz devient trop cher, ils l'oublient et ils utilisent du fioul. Du coup, ça a provoqué une espèce d'interconnexion entre les marchés pétroliers et les marchés de gaz et les marchés gaziers. Et les prix du gaz ont emporté dans leur ascension les prix pétroliers. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, stratégiquement, les États-Unis, parce que c'est en fait toute cette crise ukrainienne, comme cela a été abordé, depuis 2014 jusqu'à... et le fait des États-Unis par Européens, oui. Malheureusement pour eux, oui, oui. Interposés. Oui. Aujourd'hui, cette crise est une impasse absolue. Et je pense que c'est intelligent de la part de Maduro, du président Maduro, pardon, oui. De saisir cette opportunité. C'est un alignement d'étoiles dont il veut profiter. Oui. Ça l'est également pour le président algérien. Très bien. Nous arrivons malheureusement de considérer une action collective de long terme dans ce sens.
Merci. Merci à nos invités, M. Hassan Qassimi et M. Mourad Preur, de nous avoir accompagnés, éclairés justement au sujet de cette visite du président vénézuélien Nicolás Maduro en Algérie. Nous arrivons donc au terme de cette émission. La suite de nos programmes avec le journal télévisé en langue française présenté par Fatma Mhenni. Quant à moi, il ne me reste que vous souhaiter une excellente fin de soirée.